Bonjour, ici Nicolas Felsemang, Jean-François Rioux et Mireille Poulain. Nous sommes de la commission jeunesse de la MRC Les Basques et tous les trois, nous sommes du sous-comité vie démocratique et économique. Nous avons voulu poser des questions aux candidats concernant les enjeux qui touchent les jeunes pour la campagne électorale 2014. Je me présente Charles Roy. Je suis natif du Témiscouata, Notre-Dame-du-Lac. J'ai fait mes études à l'Université Laval. J'ai un diplôme en finance à l'Université Laval. J'ai fait aussi un diplôme à l'Université de Moncton en comptabilité. J'ai par la suite obtenu mon titre CMA, CPA-CMA. J'ai travaillé à différents endroits, entre autres à Premier Tech dans l'administration. J'ai travaillé ensuite comme directeur des finances chez Viande Kamouraska à Saint-Pascal. Par la suite, directeur de comptabilité dans une entreprise de logistique de transport, chargement de containers. On avait des terminaux Montréal, Vancouver. On faisait de l'expédition de grains partout dans le monde. Par la suite, directeur des finances chez Moisson Montréal. Les grandes lignes du parti, ce que la coalition veut, premièrement, redonner de l'argent aux gens, redonner de l'argent dans leur poche, abolir les commissions scolaires, en fait les transformer en centres de services, enlever ce qui est superflu dans les commissions scolaires pour pouvoir remettre dans les services, dans les écoles, des services, remettre des psychoéducateurs, mettre des cours de choix de carrière, des cours en entrepreneuriat. Il y a différentes choses qu'on a besoin dans les écoles, c'est remettre dans les écoles les services plutôt que dans des structures administratives. Enlever les agences de santé. En enlevant les agences de santé, ça va permettre de remettre aussi plus sur le plancher, dans les hôpitaux, plus de services. En coupant les commissions scolaires, on va dégager des sommes qu'on va pouvoir enlever, remettre aux gens sous forme de réduction de la taxe scolaire. On va enlever la taxe scolaire que les gens payent sur leur compte de taxe. Enlever la taxe santé. En enlevant les agences de santé, ça va permettre d'enlever la taxe santé de 200 $ que chacun paye. Pour les familles, ça représente en moyenne au Québec, c'est 1 000 $, mais je pense que ça peut être plus pour différentes personnes. Ce qu'on veut aussi développer, le projet Saint-Laurent. Il y a beaucoup de choses dans le projet Saint-Laurent. Développer la voie maritime. Je pense que dans la région ici, on veut développer de l'emploi, des emplois de qualité. Puis une façon de le faire, c'est en développant le transport maritime. Ici, dans la région, je pense qu'on devrait développer plus le transport maritime avec le port de Gros-Cacuna, développer des terminaux ferroviaires. C'est un des problèmes qu'on a en tant que directeur de finances de Viande Kamouraska. On avait un de nos grands coûts, c'était le transport, l'éloignement. L'éloignement nous défavorisait, on était moins compétitifs sur les marchés à cause des frais de transport. On parle souvent des crédits région ressources, mais les crédits région ressources, c'est juste un bandage sur une plaie. Ça règle le problème à court terme, ça ne le règle pas à long terme. En tant que gestionnaire d'entreprise, j'hésiterais peut-être à venir m'installer dans une région éloignée en ne sachant pas si ça va être quelque chose de durable par la suite. Par exemple, si on règle les coûts de transport en augmentant, en améliorant nos infrastructures, en mettant à jour les infrastructures, les ports maritimes, des terminaux ferroviaires, ça règle vraiment notre problème à long terme. Ça permettrait de créer de l'emploi, permettre à nos entreprises d'ici de se développer. Il y a déjà des entreprises qui sont en projet, mais ils vont pouvoir en profiter. Je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel de ce que la CAQ peut proposer. Donc, vous proposez, pour ce qui est de Gros-Cacuna, de faire un port pour la marchandise, dans le fond. Ouais. Puis, est-ce que ça, je sais que vous êtes aussi pour le pipeline et le terminal pétrolier à Gros-Cacuna. Est-ce que les deux projets, ça peut se faire à la même place? Oui, mais en fait, le port de Gros-Cacuna, aujourd'hui, c'est difficile de le faire fonctionner parce qu'il n'est pas à jour. On ne peut pas envoyer du container à partir du port de Gros-Cacuna. On n'a pas de centre de transbordement. On peut pas le faire. Tu prends Norampac à Cabano, Papier-Cascade, Papier-Cascade ou Norampac, c'est la même usine. Ils ne peuvent pas envoyer à partir de Gros-Cacuna, ils sont obligés d'envoyer à partir de Saint-Jean à Terre-Neuve. Transport par camion jusqu'à Saint-Jean, c'est incroyable. Ça doit leur coûter cher de faire ça. C'est pas avantageux de le faire. S'ils pourraient le faire à Gros-Cacuna, ça serait vraiment avantageux pour Norampac. Sauverait de l'argent. Cet argent-là, elle serait redistribué dans le milieu. Si l'argent reste ici, c'est l'argent qui peut être utilisé à faire d'autres choses. On va s'enrichir collectivement. Avec Glendyne, je ne leur ai pas parlé, mais Glendyne à Saint-Marc-du-Laclon, je suis à peu près sûr qu'ils envoient aussi par camion, puis ils doivent envoyer à Montréal, parce que pour charger les bateaux, je suis à peu près sûr que c'est à Montréal.
C'est une façon aussi qu'on aurait de rendre plus compétitives nos entreprises. Mais pour ça, il faut mettre à jour les infrastructures du port de Gros-Gacuna. Présentement, ils peuvent faire un peu des grosses pièces, mais ils peuvent pas vraiment tout faire. Tout ce qui est container, ils peuvent pas vraiment toucher à ça. Pour le pipeline, ben, c'est autre chose. On fait un terminal pétrolier. C'est de mettre à jour les infrastructures, mais en le mettant à jour, s'assurer qu'on peut faire autant un que l'autre. Pour faire ce port-là à Gros-Gacuna, est-ce que vous pensez qu'il va falloir agrandir le site? Peut-être gruger la falaise ou quelque chose comme ça? On va commencer avec ce qu'on a, mais c'est sûr que si le projet prend de l'ampleur, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir agrandir. De quelle forme ça va prendre, je ne peux pas vous dire. On va voir quand ça va arriver. On va traverser la rivière quand on va arriver au pont. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est avoir aussi vos projets pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont préoccupés par l'avenir, l'environnement à long terme. Le projet de Léoduc, c'est sûr, qui inquiète les jeunes, les familles. On se demande quand va être la première fuite, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes là-dessus? Pour l'environnement, je suis un jeune aussi. J'ai 39 ans. Je pense que je me considère encore jeune. L'environnement, c'est une préoccupation aussi que j'ai. C'est sûr, je ne veux pas polluer. Je viens de Notre-Dame-du-Lac. C'est un endroit où on a un lac. C'est sûr que je ne veux pas polluer. Ponégamouk, combien de fois je suis allé là-bas. J'ai des amis là-bas. C'est sûr que j'ai la même préoccupation qu'à peu près tout le monde. Mais le pipeline, c'est reconnu comme étant sécuritaire. Les fuites qu'il y a présentement, c'est des vieux pipelines. C'est des vieux pipelines qui sont juste regardés, ils sont analysés pour voir s'ils sont rouillés ou pas rouillés. Un pipeline, ça a une durée de vie de 40 ans. Il faudrait s'assurer de faire un bureau d'audience publique, faire une étude sérieuse, s'assurer que c'est bien fait. Puis après 40 ans, pas juste de le réparer, mais le remplacer. Moi, je n'irais pas en bas de dire après 40 ans, il faut qu'il soit remplacé. Je ne prendrais pas la chance de dire on va juste le réparer. Sinon, non, faut qu'il soit remplacé pour s'assurer que c'est correct. Puis présentement, le pétrole se transporte par train, passe à Ponégamouk, passe à Saint-Marc-du-Laclon. Le chemin de fer passe juste à côté du lac. Il suit les rives du lac à quelques mètres du lac. En 1920, il y a déjà eu un déraillement de train. Ça pourrait arriver encore. C'est arrivé dans le village de Saint-Marc. Ça pourrait arriver aujourd'hui, mais avec un déraillement de train qui transporte du pétrole. C'est des centaines de wagons qui passent. Est-ce que vous pensez vraiment que ça diminuerait la quantité de trains qui transporteraient du pétrole si on met un pipeline? Ouais, moi, je pense que oui. C'est sûr que il va probablement en rester encore, là, mais si on peut le réduire le risque, selon moi, c'est quelque chose qu'il faut faire. L'autre aspect par rapport au pipeline, c'est que c'est comme un encouragement des sables bitumineux. Puis ça détruit hyper gros la nature, c'est super polluant. Pourquoi donc faire un pipeline pour encourager ça? S'ils le font pas ici, ils vont le faire ailleurs. Fait que ça changera absolument rien. Ça changera absolument rien. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est des nouvelles technologies. J'étais en Suisse, je me souviens pas quand j'avais été en Suisse en exposition à l'Université de Fribourg. Il y avait des étudiants qui avaient fait une voiture qui consommait 1 litre pour 1000 km. Ça, je pense que c'est des solutions vers où il faut aller. Des fois, on parle de l'électrification des transports. Si on prend toutes les voitures et on les transforme toutes à l'électricité, je suis pas sûr qu'on aura assez d'électricité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va faire des éoliennes, on va tout détruire le paysage. Les animaux, il y a des effets sur les animaux aussi, avec les éoliennes sur les oiseaux. On va faire des barrages. Les barrages, ça inonde des kilomètres et des kilomètres carrés de forêt. C'est mieux, c'est pas mieux. C'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut aller plus vers la réduction du pétrole. Ça, c'est des solutions que je trouve envisageables, qui pourraient se faire. Aujourd'hui, demain matin, on a besoin du pétrole, puis dans les marchés internationaux, il y a besoin du pétrole. Il faut regarder la réalité en face, regarder pour la réduction de la consommation du pétrole, trouver des solutions, mais ça ne se fera pas demain matin. Je vais vous reprendre sur une donnée quand même, c'est que le Bureau de l'électrification des transports, le gouvernement actuellement évalue à 5 ou 7 le besoin sur le réseau hydroélectrique si tout le parc automobile était transféré électrique. Donc, de prétendre que
il y aurait plus de barrages et tout ça. Ils sont déjà construits, puis on est déjà en surplus hydroélectrique. Donc, c'est ça, qu'est-ce que... Je ne veux pas transformer ça en débat sur l'énergie, mais je trouve ça intéressant d'approfondir la question. Je vais te répondre. Je vais te répondre. L'électricité, tu ne peux pas emmagasiner l'électricité. Tu peux la vendre, mais tu ne peux pas l'emmagasiner. C'est quelque chose qui se produit puis qui se vend. Cet hiver, avec les froids, on a eu plein d'avertissements de consommer moins parce que le réseau était surchargé. Fait que oui, peut-être que des fois, on a assez, mais d'autres fois, je peux te dire qu'on en manque. En général, on dit qu'on est à 37 de surcapacité, mais il y a des périodes où il en manque. Si dans ces périodes-là, tout le monde a connecté leur voiture dans la nuit, je sais pas ce qui arrive au réseau, mais on va l'acheter pour mal cher notre électricité, puis on va l'acheter des États-Unis qui polluent parce qu'ils produisent avec des gaz de schiste leur électricité, ils ont des centrales au gaz. Qu'est-ce qui est le mieux? Il faut y penser comme il faut. Il y a une orientation que les jeunes ont voulu mettre de l'avant lors de la consultation jeunesse qui s'est déroulée l'an passé, qui est plus de démocratie participative. Comment allez-vous faire, comme député, pour faire en sorte que les citoyens soient consultés systématiquement entre les élections, qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils participent aux décisions? En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Tu parles-tu comme ils font en Suisse, un peu? Parce que je connais bien la Suisse. Là. Y aller comme ça, là. Oui, c'est démocratie participative. En Suisse, ils font des référendums sur à peu près tout. Mais l'année passée, quand ils ont voulu le faire, on dit OK, mais référendum sur à peu près tout. On peut faire un référendum sur le référendum, ça n'a pas passé. Je sais pas, c'est des projets à analyser. C'est sûr que la démocratie, c'est la parole aux citoyens. Je pense que les gens ont leur mot à dire. Si c'est vers ça que les gens veulent aller, ben on pourra consulter et dire écoute, on s'en va vers une démocratie participative avec des référendums populaires comme il se fait en Suisse, puis comme il avait été parlé l'année passée. Ça peut être des avenues qui sont intéressantes. Je suis pas contre l'idée. Concrètement, comment vous allez faire pour les mettre en place? Parce que vous n'êtes pas le seul élu. Comme député, il y a un certain pouvoir, mais il y a les municipalités, il y a les MRC. Comment vous allez aider tout ce monde-là à mettre en place des structures de participation? Bien, comme je t'ai dit, je peux être pour, mais comme tu dis toi, il y a beaucoup de monde impliqué. Si c'est la volonté de la population, je pense que les gens vont y aller. C'est des idées intéressantes. Je vais appuyer les idées si c'est ce que la population veut. Je suis pas contre le progrès. Là. Si c'est ce que les gens veulent, on va aller vers ça. Puis je vais représenter les citoyens de la région dans cette portion-là de ce que moi je peux faire. C'est sûr que ça prend l'appui de la population du Québec au complet quand il y a des référendums populaires comme ça. Si c'est des référendums populaires pour la ville, ben là, on ira voir la ville, là, mais ça, là, on parle d'élections provinciales, on parle du Québec au complet. Il va falloir que la population du Québec soit d'accord à faire des référendums populaires. Si c'est ce que la population veut, ben on va y aller, on va les appuyer. Je trouve que c'est des bonnes idées, puis on va y aller. Êtes-vous satisfait du mode de scrutin actuellement comme un parti émergent? Bien, en fait, parti émergent ou pas parti émergent, je pense que le scrutin devrait peut-être être réévalué. Je pense que ça devrait être plus des tours, il devrait y avoir au moins 2 tours. Des tours de scrutin comme il se fait beaucoup ailleurs. Parce que tu n'as pas la chance de voter pour 2 partis, ou même, c'est quelle élection que c'est comme ça? Ah, les chefs de parti. Les chefs de parti, ils le font. Tu as un premier choix, un deuxième choix. Après ton premier choix, ton deuxième choix embarque. Je pense que ça aiderait parce que la façon que c'est fait là, que ce soit, peu importe que ce soit un parti émergent ou pas émergent ou peu importe, c'est que les gens, quand tu votes pour un parti, après, c'est peut-être pas le parti que tu aurais voulu qui va rentrer parce qu'il va être minoritaire, parce que toi, tu aurais voulu un autre. Donc, tout cet aspect-là du vote, ça, je trouve pas qu'on a la meilleure façon de faire. Présentement, c'est comme ça, faut vivre avec, mais je pense pas que c'est la meilleure façon de faire la démocratie. Je pense qu'avec des tours, ça aiderait pas juste pour favoriser les partis émergents. Ça n'a rien à voir. Comme les élections qu'on a eues, c'était Parti libéral, Parti québécois la dernière fois. Mais peut-être que les gens qui avaient voté pour la CAQ auraient voulu plus le parti libéral, puis c'est le Parti libéral qui serait là, ce ne serait pas le Parti québécois. Ça fait que ça fausse, je trouve, les résultats puis la volonté de la population. Fait que pour ça, non, je trouve pas qu'aujourd'hui, comment ça marche, c'est vraiment la solution idéale. Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce
Ce qu'on observe, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, le parti est bien content du système qui l'a porté au pouvoir. Donc, il a beau avoir promis des réformes, il ne les met pas en œuvre. On se pose la question du comment, puis je vous la pose naïvement. Là. Comment vous pensez qu'on peut changer des choses à ce niveau-là? Si les partis font pas ce qu'ils disent aux prochaines élections, vous votez pour l'autre parti. Vous votez pour ceux qui vont le faire. Je pense que la coalition Avenir Québec est là pour le faire. On a vu ce qui est arrivé, l'héritage politique qu'on a des libéraux, des libéraux puis des péquistes. On sait ce que ça va. Je pense qu'avec la coalition, moi j'ai bien confiance que François Legault, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Puis que ce qu'on dit, on va le faire. Après, le choix appartient aux électeurs. Donc, vous promettez une réforme du mode de scrutin ou du système démocratique? Est-ce que vous avez bien compris ça? Je ne l'ai pas promis, je n'ai pas le pouvoir de le faire, mais c'est sûr que s'il y avait des choses qui étaient faites en ce sens-là, je pense que ça serait une meilleure façon de faire le vote. Donc, vous savez que les jeunes quittent la région pour aller aux études et puis il y en a qui reviennent. On aimerait qu'ils reviennent plus, dynamiser la région. Est-ce que vous avez des mesures particulières que vous proposez, des idées pour que les gens reviennent, pour dynamiser les régions? Je pense que ça passe par l'emploi. Je vais prendre. Ça a l'air fou, là. Ça a l'air fou, puis je dis pas ça parce que c'est la ligne de parti. Mais il faut créer de l'emploi, des emplois de qualité. Je prends ma propre exemple. Là. Je suis allé aux études, j'étais allé à Québec, puis je suis revenu, j'ai travaillé pour Premier Tech, j'ai travaillé pour Viande Kamouraska. Moi, j'avais une job, j'avais une bonne job. Je ne peux pas dire que j'avais une mauvaise job, j'avais une bonne job. Ma conjointe n'en avait pas. Puis elle voulait travailler dans son domaine. C'est normal, là. Tu fais des études, tu veux travailler dans ton domaine. Elle avait pas de travail, mais elle s'est trouvée du travail à Montréal. Elle avait du travail à Montréal. Fait qu'à un moment donné, c'est pas juste de faire un job pour une personne, c'est d'en faire aussi pour une famille. T'es deux pour faire une famille, aux dernières nouvelles. Fait que j'ai été obligé de déménager à Montréal. Ça fait environ 6 ans que je suis là-bas, parce que pour moi, en comptabilité, c'était plus facile de trouver du travail là-bas qu'elle de se trouver du travail ici dans la région. Fait que si on veut contrer l'exode, je pense qu'il faut créer de l'emploi. Quand je parlais tantôt, régler le problème des transports, mettre à jour nos infrastructures maritimes, mettre à jour des infrastructures ferroviaires pour régler le problème du transport. Puis je vous parle d'expérience, je l'ai vécu chez Viande Kamouraska, on avait ce problème-là, ça nous coûtait plus qu'un demi-million de dollars envoyer nos produits à Montréal pour après les envoyer par train à Vancouver. On aurait pu tout faire ça de Rivière-du-Loup. On aurait sauvé facile 300 000 $, 400 000 $. Ça rassurait la pérennité de l'entreprise. L'entreprise elle a fermé à peu près 1 an après que moi je sois parti. Puis, bon, pourquoi je ne peux pas vous donner exactement les raisons de tous les tenants et les aboutissants, mais je peux vous dire que le transport, c'était un des problèmes. Si pendant toutes les années où l'entreprise a existé, elle n'avait pas eu à subir les coûts du transport, bien peut-être que l'entreprise existerait encore, puis ça, c'était des emplois. C'était environ 100 emplois dans la région. C'est sûr que ces 100 emplois-là sont partis ailleurs, puis il y avait sûrement des jeunes dedans, puis c'est sûr qu'ils sont partis ailleurs. Parlant de transport, par rapport à l'autoroute 20, quelle est votre position là-dessus? C'est qu'ici, il y a quand même des jeunes, ils sont pas mal contre, étant donné la destruction d'habitats naturels que ça va amener, la destruction d'une partie de la rivière, en tout cas, enlever le charme d'une partie de la rivière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi le coût du pont. Là. On a un pont de 100 millions à construire. Tout cet argent-là pourrait être investi dans la région. C'est quelque chose qu'on a entendu de la part du groupe qui s'opposait. C'est pas tous les jeunes là, dont on parle là. Mais vous, votre position, c'est quoi par rapport au pont? Ben, c'est sûr que le pont, je pense qu'il est cher. Là. Je dis 100 millions. Moi, j'avais entendu que c'était 180 millions pour faire le pont. Peut-être que la route aurait pu faire un autre tracé. Là. Ça, je peux pas vous répondre. Je n'étais pas au ministère des Transports, mais les tracés, souvent, c'est discuter avec les municipalités où ça va passer. C'est retourner au ministère des Transports jusqu'à temps que ça soit accepté par la population locale. C'est un peu difficile après d'aller contre la population locale quand ça a passé à des comités, des bureaux d'audience publique. Je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais normalement, ça passe dans les municipalités. C'est encore juste un projet. Oui, mais ils n'ont pas commencé, il me semble. Je suis pas sûr qu'ils n'ont pas commencé là-bas. Mais peu importe. La route, je pense qu'il faut la faire. C'est quand même une route assez dangereuse. Hier, on en discutait dans le débat. Puis il y a des camions avec des autobus. À un moment donné, il
faut rendre ça sécuritaire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des accidents. Quand il y a des accidents, souvent c'est trop tard. Moi, je suis à Notre-Dame-du-Lac, j'ai vu le 185, j'ai même fait des accidents. J'ai même fait un accident qui aurait pu être mortel. J'ai connu des gens qui sont morts. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les gens meurent pour agir. Il faut faire des choses pour sécuriser les gens, sécuriser la route, pour pas qu'il arrive des drames humains qui pourraient être évités. Puis, bon, la route, c'est important. Ça fait depuis que je suis tout petit que j'entends l'autoroute 20, prolongement de l'autoroute 20. Peut-être que ce serait le temps à un moment donné que ça se fasse. Puis ça aiderait les échanges commerciaux, ça aiderait à créer de l'emploi, à garder les jeunes, l'exode rural, tout ce qu'on parlait tantôt. Hein. Fait que je pense que c'est des choses qu'il faut regarder puis qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de sécuriser la 132, carrément? Parce qu'un des gros problèmes aussi sur la 132, c'est la sécurité l'hiver. Mettre des haies brise-vent, des choses comme ça, élargir pour pas que les gens ça croisent directement. Ce serait pas une bonne avenue qui serait moins chère, puis qui permettrait de quand même passer par les villages pour encourager l'économie des villages? Ben en fait, moi, je sais pas si c'est bon de le faire passer dans le village, parce que ça brise aussi un peu Notre-Dame-du-Lac. Je te parle un peu de ce que moi je vois. Notre-Dame-du-Lac qui passe en autoroute, qui passe à côté du lac. Je pense que ça aurait pu rester une belle route que les gens empruntent, qui est une belle route qui passe, que tu vois le fleuve à côté, qu'une autoroute qui passe en plein milieu du village. Des fois, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, avoir une autoroute qui passe ou une belle route qui est tranquille, que tu peux te promener, une belle route comme la 132. C'est sûr que pour les villages, des fois, on pense que ça va sortir de l'économie un peu parce que les gens n'arrêteront plus. Mais les gens, s'ils veulent arrêter, ils vont arrêter. Puis c'est développer ici des Trois-Pistoles comme une destination. Il y a des gens qui viennent ici au camping, des gens que je connais qui viennent au camping, c'est leur destination, ils viennent ici parce qu'ils aiment ça. Trois-Pistoles, c'est beau, c'est une belle place. Avant, on venait, quand j'étais plus jeune, mon père il venait souvent ici pour des raisons d'affaires. Puis on allait au restaurant sur la rue Notre-Dame en bas. C'est beau Trois-Pistoles, il faut le développer. Vous avez des belles choses, il y a tout l'art, la culture. Je ne veux pas rentrer dans des dossiers qui sont controversés, là, mais l'art, la culture, ici, c'est quelque chose que vous avez, c'est une force que vous avez, bien, il faut le développer, puis je vais être là pour vous accompagner à le développer. Par rapport à la 132, il y aurait, je reviens sur les débrisements, peut-être ça se ferait. Et puis pour ce qui est du côté plus commercial, comme dans l'axe ici, il y a un arrêt à Saint-Simon, par exemple, pour prendre des bagels. Ici, pour prendre du fromage. Ensuite, à l'île verte pour prendre du poisson. C'est sûr qu'il faut prendre ça en compte et qu'il va y avoir moins de monde. Ils ne vont pas sortir à chacune des sorties, là, on s'entend. Non, je suis d'accord, ils vont vendre quand même leur fromage. Ceux qui n'en veulent pas de fromage, ils l'achètent pas. Ceux qui en veulent, ils en achètent. Je comprends ton point, là. C'est que là, les gens passent juste en avant. Mais quand tu sors en avant de la fromagerie, puis tu embarques sur l'autoroute, puis que les autos roulent à 100 km/h, ou des fois même peut-être plus, là, je sais pas qu'est-ce qui est sécuritaire. Moi, je sais pas. Mais quand je suis sorti l'autre fois de là-bas, j'ai regardé comme il faut avant d'embarquer sur l'autoroute, avant pour être sûr qu'il venait pas un camion. Là. Je voulais pas me faire tuer non plus. Je pense que la sécurité, il faut y penser aussi. Puis entre la sécurité puis le commerce, il va toujours réussir à vendre son... Dans les Basques, une des priorités qui a été identifiée par la table jeunesse, c'était le développement coopératif. Qu'est-ce que votre parti propose pour soutenir le développement des coopératives et de l'économie sociale en général? Pour les coopératives, il y a déjà des programmes en place ou des aides qui sont là par Desjardins. Je sais que Desjardins encourage beaucoup les coopératives. Mais les coopératives, c'est des projets d'entreprise. S'il y a un promoteur, vous êtes un groupe ensemble à vouloir développer une coopérative, bien, les programmes existent déjà. C'est un plan d'affaires. Il faut monter un plan d'affaires. Investissement Québec va pouvoir embarquer s'il y a un projet qui est démontré avec une certaine rentabilité. Il faut vraiment le regarder dans une optique d'entreprise, malgré que c'est une coopérative. La seule différence, c'est que les excédents de la coopérative sont remis aux membres, mais ça prend des projets qui démontrent une rentabilité et pas des pertes. Hein. Donc, vous ne prévoyez pas de nouveaux programmes pour aider les coopératives ou un réinvestissement? Parce qu'on ne se cachera pas que c'est un secteur qui est moins facile à développer que l'entreprise privée, là.
Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour les promoteurs qui démarrent des coopératives. Et c'est pour ça qu'on demande, en tout cas, le mouvement coopératif a adressé des demandes au gouvernement actuel pour bonifier, pour améliorer l'aide qui est offerte aux coopératives. Donc, vous, c'est pas quelque chose que votre parti souhaite faire, si je comprends bien. Moi, je te dis, c'est traité comme un projet d'entreprise. Faut démontrer une rentabilité. Des projets non rentables, non viables, je pense pas qu'il faut aller là-dedans, autant pour le gouvernement que pour les membres qui vont développer la coopérative. Tu dis, c'est beaucoup de travail. Une entreprise, c'est aussi beaucoup de travail. Puis faire beaucoup de travail pour qu'à la fin, il n'y ait pas de rentabilité ou qu'il n'y ait rien ou qu'il n'y ait pas de bénéfices qui reviennent aux membres ou de retomber dans la population. Non, écoute, selon moi, c'est complètement farfelu de faire ça. Je ne peux pas parler d'entreprises qui sont non viables. C'est sûr qu'on n'en fera pas des non viables. Ouais, tu demandes plus d'argent pour rendre les projets viables. Selon moi, une entreprise qui a besoin de subventions pour vivre, c'est non viable. OK. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des terres agricoles à des fins non alimentaires, par exemple pour faire de la biomasse, de l'énergie justement, ou d'autres choses? Comme par exemple du maïs pour faire du gaz, ou comment qu'il l'appelle, là? À partir du maïs? De l'éthanol? L'éthanol? Bien, ici, il y a des projets plus de biomasse avec du saule. On ne parle pas nécessairement du maïs dans la région, là. Il pourrait y avoir d'autres choses à développer. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus? Ben, les terres agricoles, quand c'est des terres agricoles qui servaient à nourrir des gens, c'est sûr qu'il faut les utiliser à faire ça. Mais si à la fin, les terres ils sont en perdition, j'ai vu en masse de terres dans le coin de Notre-Dame-du-Lac qui ont poussé, puis qu'aujourd'hui, c'est des arbres. Si on peut faire quelque chose puis les rentabiliser d'une autre façon, écoute, on est mieux de faire ça que de les laisser pousser en friche puis qu'après ça se transforme en forêt vierge. C'est d'utiliser le maximum de ce qu'on peut faire avec la terre. Non, puis vraiment, je peux continuer. Là. Je peux continuer. T'as des terres. Non, mais c'est parce que, tu sais, je le vois dans mon coin. T'as des terres qui ont été laissées à l'abandon, mais tu sais, il n'y a personne pour les travailler, les terres. C'est sûr que si t'as quelqu'un qui veut le travailler, oui, tu sais, mais si t'as personne, tu vas faire quoi? Tu vas la laisser à l'abandon, comme c'est arrivé à Notre-Dame-du-Lac. Aujourd'hui, c'est vraiment rendu de la forêt. Fait que là, qu'est-ce que tu fais si t'as un projet? T'as un projet qui est porteur, qui va amener de l'économie, puis c'est intéressant. Pourquoi pas le faire? Sinon, la terre, il n'y a personne qui va la cultiver. Ça donne quoi? Si t'as quelqu'un pour la cultiver, tant mieux, mais si t'as personne pour la cultiver, pourquoi tu le ferais pas?